BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, mon invité, c'est Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France. Bonsoir Nicolas Dufourcq. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez publié jeudi soir vos résultats, une partie du reste de vos résultats pour BPI France. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un peu le poids que vous avez pris dans l'économie française. Du reste, je vous poserai une question là-dessus en disant c'est quoi l'avenir de BPI France ? Le financement, l'innovation. En même temps, parfois, on se demande pourquoi vous investissez pas massivement, par exemple dans l'intelligence artificielle. Mais d'abord, des résultats historiques pour BPI France. En quoi sont-ils historiques, au-delà des chiffres? En quoi sont-ils historiques pour vous? Alors 2023, ils sont historiques parce qu'on a, quand on ajoute tout, poussé 63 milliards de financement et de garanties dans l'économie française. Donc c'est le chiffre le plus élevé évidemment des 10 années passées. Ils sont surtout historiques parce que c'est la grande année du financement de l'innovation par BPI France. Nous sommes opérateurs de France 2030. France 2030, c'est quand même un miracle français. C'est 54 milliards d'euros isolés pour permettre à l'économie française de se réinventer complètement par la technologie et par l'innovation. Hein. Et là-dedans, nous, on est opérateur d'un gros 60%. Du coup, en 2023... C'est 50 milliards investis. On a financé 10 milliards d'euros d'innovation. Ouais. En 2013, la première année, 700 millions. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est historique. C'est que je pense que avant très longtemps, on ne refera pas une année à 10 milliards d'euros de financement de l'innovation. D'accord, ok. Pourtant, j'avais dit, on est au tout début de cette aventure. On reviendra sur l'innovation parce que vous insistez beaucoup. Là, ce dont je parle, c'est essentiellement de la subvention des avances remboursables, un peu de prêt à l'innovation. Donc c'est vraiment une mission d'intérêt général. Oui. Tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que l'innovation, il n'y a pas de réindustrialisation, je reprends vos mots, s'il n'y a pas d'innovation. Oui, oui. On est au début de l'intelligence artificielle, on voit que les PME s'y mettent lentement, mais sûrement, enfin du moins espérons, mais qu'il faut investir encore massivement. Donc j'imagine que vous allez encore continuer en 2024-2025 à appuyer sur les financements vis-à-vis de l'innovation. Intelligence artificielle, on va mettre 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle, dans le plan stratégique que notre conseil d'administration a validé en septembre, dans les 4 ans qui viennent. Donc c'est beaucoup d'argent. Oui. 13 500 entreprises françaises sont passées dans vos fourches codines. C'est un record, là aussi? En fait, beaucoup plus. Hein. 13 500, c'est celles qui font l'objet de financement, innovation et de crédit direct. À l'investissement. Mais quand on prend la totalité des entreprises françaises qui ont été touchées par nous en 2023, on n'est pas loin de 100 000. Vous êtes devenu le premier investisseur d'Europe en private equity. Oui. Non, vous avez vu ça, enfin, c'est un classement qui est sorti. Et le deuxième un peu étonnant parce que BPI, c'est quand même un objet un peu hybride, non identifié, on peut dire ça, enfin très français, mais devenu le premier investisseur de private equity. Comment vous expliquez ça? Alors, c'est en nombre de deals, hein, c'est pas en euros. Non. Évidemment, puisque nous, on ne prend pas de participation majoritaire. Mais c'est vrai qu'on a construit une machine qui permet de dérouler un nombre d'opérations tout à fait conséquent, hein, puisque en 2023, quand on prend les acquisitions et les cessions, on a fait plus de 400 opérations. Il n'y a aucune entreprise de private equity qui fait ça en France ni en Europe, ça c'est sûr. Hein. Dans le monde, on est numéro 2 et parfois même certains trimestres numéro 1. Figurez-vous, devant des grands acteurs américains. Donc ça, c'est quand même un sujet de fierté. Et on est capable de faire ça tout en respectant une logique de performance opérationnelle quand même. Alors justement, ce qu'on peut dire quand même, le dividende, votre dividende, il va a priori diminuer. Il était de 1,5 milliard en 2022. Il ne serait que de un peu plus d'1 milliard, 1,1 milliard. Le résultat. Le résultat, pardon, le résultat. Oui. Parce que j'ai une question sur les dividendes. Le résultat net passe de 1,5 milliard. 1,450 milliard à peu près à 1,150 milliard cette année. Donc on perd 300 millions. Qui sont liés en particulier à des corrections de valeur sur certaines de nos participations qui sont, c'est de la technique, mais qui sont mises en équivalence dans les comptes de BPI France. Oui, mais il y a quand même une baisse tous les portefeuilles ont été touchés par des baisses de valorisation. Oui. J'imagine que le vôtre aussi, non? Tout à fait. On a fait des corrections de valorisation dans la tech, notamment dans les licornes. Hein, on est actionnaire de pas mal de licornes. Et je peux tout à fait donner le chiffre. Hein, sur un portefeuille de capital risque direct BPI France, de 8 milliards d'euros. En 2 ans, 2022-2023, on a passé 800 millions d'euros de correction, 10%. Ah oui, c'est quand même assez Mais énorme. vous ne le voyez ça veut dire quoi? Ça veut dire vous ne le voyez pas dans le résultat, ça se passe directement dans les fonds propres. D'accord, mais ça veut quand même dire que vous achetez trop cher? Ça veut dire qu'on a investi dans Doctolib, dans Canton Square, dans Mano Mano, comme tous nos partenaires, hein, Euraseo, les Américains, tout le monde, dans ces années 2021-22, qui étaient des années, en effet, chères.
Mais ça veut... Attention, quand on vendra avec des multiples de 2, voire 3, voire 4. Hein, donc le profit sera là. Oui, mais ça veut dire que vous avez fait une dépréciation de combien à peu près? C'est quoi? C'est moins 10, moins 20, moins 30 dans la tech? Là, ce que je viens de dire, c'est que par rapport à notre actif sous gestion capital risque, c'est 10% au total. D'accord, ok. Donc c'est quand même un point. Sur vos grandes participations, la baisse de valorisation, elle est de combien? Sur les grandes participations, il n'y a pas de baisse de valorisation autre que l'évolution du CAC, hein, puisqu'elles sont toutes cotées. Il y en a une qui est cotée et qui est mise en équivalence sur laquelle on a fait un ajustement comptable, qui est Eutelsat. Ouais. Toutes les autres, aucun ajustement. Ouais, elles se portent bien. Vous savez, on a créé en 2023 4,3 milliards d'euros de valeur. C'est peut-être le chiffre qu'il faut retenir. C'est considérable. Donc essentiellement sur des grandes entreprises. Alors surtout. Oui. Surtout, vous prenez les petites PME, par exemple, les PME familiales qu'on a revendues cette année. Hein, on a fait 80 ventes. En moyenne, on les a vendues à 3,2 fois ce qu'on avait payé. Une petite PME familiale des territoires dans laquelle on avait mis 5 millions d'euros. Donc ça, c'est vraiment une performance. C'est difficile de faire ça. Vous siégez, vous êtes actionnaire de Stellantis, vous siégez au conseil d'administration, au board de Stellantis. On peut se demander qu'est-ce que fait BPI France là, pardon. Pourquoi vous siégez là? Et pourquoi BPI France est au capital de Stellantis? Alors, on a racheté la participation de l'État dans Peugeot. Vous vous souvenez que bien sûr. Peugeot. L'État avait à la fois Renault et Peugeot. BPI France avait pas mal de cash. Et donc, nous avons repris la participation dans Peugeot pour bien ancrer cette société. Peugeot à l'époque, hein, PSA, et ensuite l'accompagner dans sa transition et sa grande fusion mondiale, et l'ancrer en France. Hein. Et voilà, donc tout simplement défendre les intérêts de l'Hexagone. Oui, mais la question c'est pourquoi c'est pas au sein de l'agence de participation de l'État, pourquoi c'est BPI France? C'est plutôt l'inverse qu'il faudrait poser comme question. C'est que, en fait, l'agence des participations de l'État, elle s'occupe de quoi? Elle s'occupe des infrastructures. Elle s'occupe de l'énergie et de la défense. Et des grandes infrastructures, aéroports de Paris, etc. Bon, les télécoms, on les partage. Mais tout le reste, normalement, est chez BPI France. La raison pour laquelle nous n'avons pas Renault, c'est que nous avons Peugeot. On ne peut pas avoir les deux. Hein. Mais normalement, ce qui reste à la PE, c'est ce qui normalement ne doit plus bouger. Ce qui est un petit côté éternel. Nous, tout ce qui est chez BPI France sera vendu. Le portefeuille tourne. Stellantis, vous allez faire tourner? Oui, bien sûr. Oui. Vous avez combien, vous dire quand. Vous avez combien du... On a 7% du 7%, c'est ça? Et on a une plus-value sur Stellantis qui est de 2 milliards d'euros quand même. Oui, donc c'est tentant, non? Donc c'est tentant, oui, mais le moment n'est pas venu. Le moment n'est pas venu? Non. En 2024 non plus? Non plus. Oui. Les rumeurs de rapprochement avec Renault, c'était qu'est-ce que vous en pensez? Il faut interroger le management. En tout cas, on n'a pas parlé en board. D'accord, donc ça c'est un point important. Ça montre que quand même c'est pas remonté si haut que ça. Donc c'est peut-être plus dans la gouvernance qu'il faut aller creuser. Une question, parce qu'on en parle tous les jours ici. Est-ce que c'est pas le moment de nationaliser Atos, ou que vous preniez le contrôle ou une grande participation chez Atos momentanée, mais le temps de résoudre ce dossier où il y a quand même d'abord des pépites françaises, évidentes, la cybersécurité, tout ça, c'est des dossiers qui pourraient vous intéresser. Et puis on se demande est-ce que c'est bien pour l'image de la France de laisser se déliter une telle entreprise? Je pense que pour l'image de la France, si à chaque fois qu'une entreprise commence à avoir des difficultés, on la nationalise, on sera en difficulté. C'est la technologie, c'est l'innovation. Atos, j'ai même plus le chiffre d'affaires global en tête, mais mettons que ça soit... Bien sûr, il y a l'infogérance. Une dizaine de milliards. Donc sur la dizaine de milliards, il y a 400 millions de cybersécurité qui sont du service. Voilà. Et puis il y a de mémoire 6 ou 700 millions de supercalculateurs. Qui sont utiles notamment pour la défense, pour le nucléaire, qui sont vendus à l'étranger. Donc clé, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Et là, vous ne pourriez pas intervenir, parce que dès lors qu'on voit bien qu'il y aura sans doute un découpage. Oui, mais de toute façon, BPI France est toujours minoritaire. Hein. Oui. Donc il faut bien que quelqu'un ait envie d'acheter cette participation-là pour la développer industriellement. Oui. Mais s'il y a un acheteur... Si ce quelqu'un existe, on regardera avec lui. Mais le problème, c'est que ce quelqu'un, pour l'instant, nous l'attendons. Depuis longtemps. Il y a deux candidats. Daniel Chrétinski, même s'il a dit qu'il se retirait. Non, pas là-dessus. Pas sur les supercalculateurs et la cybersécurité. Sur l'infogérance. Sur cette partie-là, il faut bien un industriel intéressé. Donc si Airbus y va, vous y allez. En résumé. Si Airbus y va et qu'Airbus pense qu'il a besoin de nous, il va venir nous voir et on regardera. Ouais. Mais vous êtes OK. La dernière fois, vous m'aviez dit non, Atos, c'est pas pour nous. Là, vous dites éventuellement sur ces parties-là. Ce que je vous avais dit, c'est que je ne souhaitais absolument pas qu'on rentre dans évident.
puisque la structure des vidanges dans laquelle on mélangeait des choux et des carottes me paraissait inappropriée pour les métiers de l'informatique. D'accord, ok. Est-ce que juste une question comme ça, BPI France, on a vu tous les chiffres, vous avez ça, enfin, vous venez de nous expliquer, Nicolas Dufourcq, faites ses 10 ans, c'était créé en 2013. La question qu'on peut se poser, c'est, et après, 10 ans après, vous serez où, quoi? Vous allez devenir une grande banque classique, parce que vous êtes un animal hybride, encore une fois. Qu'est-ce que vous allez devenir? Quel est le... Bon, d'abord, on est... Est-ce que vous allez rester comme vous êtes, ou alors vous pensez qu'il faut transformer, trouver une autre dimension à BPI France? Non. Encore une fois, notre mandat, il est vraiment simple. C'est d'accompagner les entrepreneurs français. De 7 à 77 ans, j'ai envie de dire. Et seulement ça, et ça sera jamais que ça. C'est-à-dire qu'on va jamais nous demander de faire de l'immobilier, on va jamais nous demander d'être un grand fonds d'infrastructure, par exemple. On nous a pas demandé d'aller sur les minéraux. Nous, on est éditeur d'entrepreneurs, impresario d'entrepreneurs, coach d'entrepreneurs. Notre sujet, c'est l'élan vital des entrepreneurs français. Donc, on va les suivre. Voilà, et à partir de là, bon, aujourd'hui on fait 20 milliards d'euros de crédit par an, on fera 25, mais on fera pas 80. Et on fait 4 milliards à parfois 5 d'investissement en equity par an, en fonds propres. Bon, on montera peut-être à 6, mais on montera pas à 30. Voilà, donc on a notre dimension, parfois elle peut être considérée comme un peu limitée par rapport aux enjeux. Oui. C'est sûr. Et bien justement, on va y venir. Merci. C'est sûr que alors, il nous arrive de mettre des tickets d'1 milliard d'euros. On a mis 1 milliard d'euros dans Essilor Luxottica, par exemple. Oui. Mais pour ça, on est allé chercher 70% d'argent privé. Parce que nous n'avons pas assez d'equity. Mais parce que là, pour l'Aquin, vous avez du mal à trouver des grands financements. Pour votre fonds, l'Aquin, vous avez... Pas du mal, on a quand même levé 5 milliards. Il n'y a pas beaucoup de Français qui ont levé 5 milliards d'euros. Et investi dans quoi? Alors, on a investi dans Essilor, voilà. dans Arkema, dans SPI, dans Elis, dans Alstom. On a investi dans SEB. On a investi ensuite dans une boîte de cybersécurité qui s'appelle Exclusive Networks. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et en vue d'autres entreprises? Oui. Mais côté dont je ne peux pas en parler. Dans quel secteur? Dans tous les secteurs. Ouais. Et le pourquoi, c'est quoi? Parce qu'entre Arkema, c'est pas du tout la même problématique que Essilor. Le pourquoi, c'est actionnaire de référence de long terme avec présence au conseil d'administration. D'accord. Il n'y a pas de fonds de pension en France, donc on fait le job. D'accord, ok. Alors, ma question, c'était sur l'innovation, parce qu'évidemment, vous dites que l'innovation, c'est quelque chose de très important. Vous avez investi, vous avez rappelé les chiffres, dans 2030, c'est 50 milliards investis au total. Vous avez mis à peu près 60%, vous nous avez expliqué à travers France 2030. Vous parlez de deep tech, vous parlez d'intelligence artificielle. Vous avez vu cette phrase qu'a dit le cofondateur de Nvidia, que vous connaissez? Oui. Dans le futur, tout ce qui bouge sera autonome. Ça veut dire vraiment, on voit bien que l'innovation, les robots prennent une place de plus en plus importante. Est-ce que quand vous faites pas, il n'y a pas un risque malgré tout un peu de saupoudrage quand vous êtes investisseur dans Mistral, qui est notre pépite, mais on voit bien que tous les grands fonds qui ont investi, c'est des fonds américains, c'est des fonds anglo-saxons, c'est des anciens de Google. On a envie de dire, mais pourquoi BPI France, vous ne mettez pas le paquet dessus? Oui. Alors, on investit beaucoup dans l'intelligence artificielle. Il y a quantité de start-up françaises aux côtés desquelles nous nous sommes portés, en fonds propres, en crédit, en subventions, etc. Donc ça, c'est notre rôle qui est d'alimenter tout un écosystème dont on peut être réellement extraordinairement fier. L'autre jour, on a fait une réunion où il y avait... devant des grands investisseurs internationaux, une brochette d'entrepreneurs de l'intelligence artificielle français. Franchement, j'étais fier. Franchement, c'était top niveau. On a un des plus beaux écosystèmes mondiaux. Voilà. Bon. Donc, c'est ça qui fait qu'on va investir 5 milliards dans l'intelligence artificielle dans les années qui viennent. Et on va le faire dans, effectivement, beaucoup de boîtes, avec des tickets qui seront des tickets plutôt moyens. Mais pourquoi vous ne mettez pas un gros ticket quand il y a des enjeux comme Mistral? Non, mais donc, ensuite, il y a la question de savoir, quand on vient vous voir et qu'on vous dit, est-ce que vous êtes prêt dès demain matin à mettre 200 millions sur la base d'une toute petite documentation, sur une promesse qui est... Bon, c'est difficile. C'est difficile. Voilà. Donc, on a investi dans Mistral. On soutient Mistral. On travaille avec Mistral. On fait travailler Mistral pour le système d'information de BPI France. On les accompagne. On les suit. On parle avec eux tout le temps. Il y en a d'autres. Il y a une très belle entreprise française qui est en train de lever des capitaux importants qui s'appelle Holistic.
Bien sûr. Que nous regardons. Hein. Il y en a une autre, enfin bref, il y en a beaucoup. Il y a Akemia, au capital de laquelle nous sommes, intelligence artificielle remarquable. Et vous voyez toutes ces grandes fortunes d'Internet américain, elles investissent dans ces entreprises de demain. Moi, mon rêve, c'est que les grandes fortunes françaises investissent effectivement dans la deep tech. Voilà. Ça, c'est parce que. Le problème, c'est que nous, on n'en a qu'un, c'est Xavier Niel, de la fortune issue d'Internet, donc très branché là. Il a mis 200 millions dans l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est formidable ça. Et vous appelez les autres qui sont dans les secteurs plus traditionnels, mais investir là-dedans. Oui, il y en a. Les très grandes fortunes du luxe, les très grandes fortunes de l'immobilier. Ils font des choses. Attention, ils ont chacun un petit fonds d'investissement, etc. Mais effectivement, ce qui caractérise le côté rugissant de la prise de risque américaine, c'est que les grandes familles du digital américain, qui ont fait fortune dans les années 2000, quand nous n'étions pas là, et 2010, investissent tout dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Oui. Nicolas Dufour, évidemment, il faudrait qu'on parle de réindustrialisation, parce que on sait que c'est un de vos dadas, mais il ne reste plus qu'une minute, 2 minutes. Je reçois Bruno Bonnel de France 2030. Il faut y croire. Il faut y croire, voilà. Il y a objectif 12-13% dans le PIB, l'industrie. Moi, j'ai toujours dit 12. Oui, 12. C'est déjà un objectif. Dans 5 ans, objectif dans 5 ans non. Moi, j'ai dit qu'il fallait beaucoup d'années pour faire ça, qu'il fallait une dizaine d'années. Un mot sur la French Touch, parce que en fin de cette semaine, vous partez à Austin, aux États-Unis. Oui. Il y avait la French Tech, maintenant il y a la French Touch. Je fais exprès d'insister. C'est les industries culturelles qui pèsent très lourd. Expliquez-nous, c'est le CES de Las Vegas qui est à Austin. Donc, BPI France finance les industries culturelles créatives. Voilà. On est encore une fois éditeur d'entrepreneurs, donc tous, donc en particulier ceux-là, vidéo, télévision, cinéma, design, création, tous les arts visuels, la musique, etc. On fait 1,5 milliard d'euros par an dans ces industries-là. Et on a construit, comme la French Tech, une communauté d'entrepreneurs qui s'appelle la French Touch. Et je les emmène à Austin, Texas, le week-end prochain. Oui, ça va peser lourd. Et là, la France, on est il y aura un concert de Justice. Voilà. C'est la fierté française à Austin, Texas. Et en fait, on sait que vous êtes un fan de ce genre de musique, Nicolas Dufour. À mon avis, c'est pour ça que vous y allez. Merci, en tous les cas, d'être venu ici. Il n'y a pas de musique, mais en tous les cas, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Merci, Nicolas Dufour, le patron de BPI France. Tout de suite, on retrouve Guillaume Paul.